Pourquoi une approche droits de l'homme? Je fais le cadre politique en indiquant que les droits de l'homme sont une grammaire. Je vous dis tout à l'heure intelligence, grammaire du politique. Pourquoi? Parce qu'on met l'homme au centre, cette richesse au centre, mais pour arriver au travail concret, il faut mettre les verbes au centre, c'est-à-dire nos actions. Les hommes qui sont reliés entre eux par leurs actions et avec tous les compléments circonstanciels de temps, de lieu, etc. Nos actions sont concrètes, c'est là qu'elles se lient. Alors si je dis que les droits de l'homme sont la grammaire du politique, vous prenez n'importe quel droit, la liberté d'expression, évidemment que c'est un outil de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de participation s'il n'y a pas de liberté d'expression. Et donc qu'est-ce que c'est qu'une stratégie politique? C'est de mettre en œuvre, de développer la liberté d'expression, par l'école, par les arts, etc., etc. Et vous prenez n'importe quel droit, vous avez en fait un axe concret de réalisation qui fait le lien, si vous voulez, entre l'idéal et le concret. Autrement dit, un droit, c'est bien la mise en œuvre d'une capacité. Et c'est vrai au niveau de chaque individu, mais c'est en même temps un droit social, puisque c'est une capacité qui le relie aux autres. Alors, dans le cadre des droits de l'homme, le problème, c'est qu'au niveau politique international et souvent national, on n'a pas beaucoup de cohérence là-dessus, de cohésion ou de consensus. Pour certains, je reviens sur l'image précédente, c'est les droits civils et politiques qui comptent, c'était plutôt l'approche libérale. Pour une approche plus socialiste, c'est les droits économiques, sociaux et culturels qui comptaient, je vais mettre à l'imparfait pour être optimiste, au moment de la guerre froide et du partage de la Déclaration universelle de 1948 qui contenait l'ensemble des droits humains. Et aux Nations Unies, vous savez qu'on n'a pas pu se mettre d'accord, donc on a fait deux contrats, deux pactes. Le premier sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui consiste à penser que là, il faut qu'il y ait plus d'État pour faire des écoles, pour faire les hôpitaux, et donc assurer les droits sociaux. Et puis, le deuxième pacte sur les droits civils et politiques, qui disent non, là, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'État pour qu'il n'intervienne pas dans la vie privée des citoyens. Donc d'un côté une approche peu d'État, très libérale, d'autre côté une approche plus d'État, plus sociale. Cette vision est dépassée aujourd'hui, ce qui fait en principe, mais pas forcément dans la réalité, ce qui fait l'objectivité d'une démocratie, c'est d'avoir évidemment l'ensemble des droits de l'homme. Il est bien clair qu'il ne faut pas mettre une priorité. La dignité humaine, et c'est ça qui fait un droit de l'homme, la dignité humaine est en jeu dans chacun de ces droits. Mais dans l'approche libérale, on disait ce sont des libertés. Dans l'approche plus sociale, on disait c'était des droits, c'est l'égalité. Après, il y en a qui a dit oui, mais il faut quand même pas oublier la fraternité. Et en réalité, vous avez pour chaque droit de l'homme, c'est chaque fois un droit, c'est chaque fois une liberté, et c'est chaque fois une responsabilité. Donc ce n'est pas simplement une responsabilité de l'État et de ses institutions, c'est une responsabilité évidemment de vous et moi, puisque l'État, c'est la communauté des citoyens. Donc c'est nous qui sommes tous co-responsables de ces droits. Alors maintenant, je vous ai dit, il y a les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, et le culturel est laissé dans les marges. On l'a largement oublié. Pourquoi ? Parce que, ou bien c'est pas important, parce qu'on pense que ce qui compte c'est d'avoir un toit, c'est d'avoir à manger, tandis que la culture, ça vient après. Ou bien au contraire, on dit, ouh là là, ça c'est dangereux, hein, c'est la boîte de Pandore. Vous avez les communautés culturelles qui vont se réveiller, vous avez les minorités, etc. Et paf, de l'identité nationale. Cet argument est assez français. Et donc la France n'avait pas brillé au niveau international dans le développement des droits culturels, puisque ici, en France, officiellement, il n'y avait pas de diversité culturelle. Maintenant, il y a les Français issus de la diversité, ce qui est évidemment une des plus grosses bêtises qu'on a dites. Mais traditionnellement, si vous voulez, vous avez deux droits dans la Déclaration universelle, le droit à l'éducation, mais qu'on n'appelait pas droit culturel. Pourquoi ? Parce que culturel, ça voulait dire la diversité des cultures. L'éducation, c'est l'éducation nationale, c'est la culture nationale. Donc on avait considéré ça comme un droit social, puisque c'est vraiment le lieu où les gens vont se socialiser. Bon, il reste que si l'éducation, c'est pas de la culture, on ne sait plus ce que c'est que la culture. Et puis, le droit de participer à la vie culturelle, donc article 27 de la Déclaration universelle.
J'ai mis le pacte international sur le droit économique, socio-culturel, articles 13 et 14, et l'article 15. Ce qui est intéressant dans la Déclaration universelle, c'est que vous avez donc l'article 26, éducation, article 27, droit de participer à la vie culturelle, article 28, le droit de participer à un ordre démocratique tel que les droits de l'homme puissent être réalisés. Autrement dit, si vous ne participez pas à la vie culturelle, comment vous voulez participer à la vie politique? Politique au sens noble, c'est-à-dire d'être citoyen. Donc il s'agit de partager évidemment les valeurs de la communauté politique. Alors, il y a eu un changement de paradigme important là-dessus. Parce qu'on parlait des droits culturels essentiellement sur le continent européen pour les minorités. Et là, on voyait bien que pour les minorités, il y avait pouvoir des problèmes linguistiques, des problèmes de mode de vie, des problèmes religieux, etc., d'habitation. On a les Roms pas loin, voilà. Alors, donc ces questions-là, évidemment, sont sensibles. Sur le continent américain, on a parlé des autochtones, populations indigènes. Mais quand les minorités sont pauvres, les majorités sont pauvres, n'est-ce pas? Ce n'est pas des droits des minorités qu'il faut parler, c'est évidemment en langue universelle, c'est-à-dire le droit de tous les êtres humains à quoi? À vivre son identité, avoir les capacités de vivre son identité et de pouvoir avoir ce droit comme l'exercer soi-même et être reconnu comme tel. Et donc 2001, c'est une date symbolique de changement de paradigme politique, non pas le 11 septembre, mais le 3 septembre, c'est-à-dire l'adoption de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Pourquoi? Parce que, date symbolique, hein, ça prend plusieurs dizaines d'années, le virage est loin d'être complètement accompli. La diversité culturelle, c'est un obstacle. C'était jusque-là un obstacle. Obstacle au progrès, obstacle au marché, obstacle aux droits de l'homme, risque de relativisme, obstacle à la démocratie. Comment voulez-vous que ces gens qui sont sous-développés ils puissent vraiment être démocrates, hein? Il faut une bonne dictature en attendant. Ça. Obstacle à la science. Oui. Et on a quand même eu l'idée, et on a toujours l'idée, que vous avez quand même une civilisation occidentale qui se répand petit à petit et qui va devenir universelle. La notion d'Occident, pour moi, c'est une des plus stupides notions, hein, et des plus graves du point de vue politique. Parce que vous avez un Occident sans ailleurs. Donc vous avez un pôle géographique qui n'a pas d'autre pôle. Et alors on a une espèce de leurre. À partir de 2001, qu'est-ce qu'on dit au niveau du grand concert des nations officiellement? C'est que la diversité culturelle est devenue richesse. Elle est patrimoine commun de l'humanité. Donc elle est ressource pour la démocratie. Ça veut dire que chaque pays, prenons l'exemple de la Tunisie avec laquelle on travaille, la révolution tunisienne, c'est pas simplement la transition d'une dictature à un régime politique comme on le connaît. C'est pas non plus la transition comme on a vu dans les pays de l'Est, d'Europe de l'Est, où finalement on a quand même essayé d'aligner l'Est sur l'Ouest en grande partie. Ici, non, il faut inventer des démocraties neuves. Il faut inventer d'autres cultures démocratiques, en s'appuyant sur les ressources culturelles qui sont dans les régions du Maghreb. Hein? Pas seulement, bien entendu, mais en s'appuyant là-dessus. La diversité culturelle, c'est une ressource pour les droits de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher la diversité des compréhensions de ce que c'est que la vieillesse, de ce que c'est que l'enfance, de ce que c'est que le rapport homme-femme, ô combien sensible, d'aller chercher les différentes conceptions du sang, de la maladie, de la paternité, de la maternité, de la famille, etc., pour essayer d'aller chercher dans la diversité des ressources culturelles et des lieux culturels une universalité beaucoup plus concrète, hein, qui lie concrètement chaque être humain avec son milieu. Non pas pour aller dans du relativisme où finalement chacun va faire sa sauce à lui-même et on n'aura plus de droits de l'homme, mais au contraire, pour comprendre comment dans chaque chemin, dans chaque village, on peut inventer
une façon originale d'être un père, d'être une mère, d'être un frère, une sœur, etc., d'être un compagnon, de participer à une communauté politique. Alors, 2007, on a fait notre propre déclaration, dite déclaration de Fribourg que vous avez là, dans un groupe de travail qui a été appelé groupe de Fribourg depuis le Conseil de l'Europe, parce qu'on était beaucoup en discussion à ce moment-là avec eux. C'est pas une déclaration comme ça de quelques illuminés. On a repris les textes qui sont dans les différents instruments juridiques des Nations Unies et ailleurs, et on a synthétisé ça dans une déclaration. On avait d'abord fait un projet en 10 ans avant pour l'UNESCO, qui est resté dans les tiroirs. Et là, on a fait un texte société civile, c'est-à-dire chacun peut y adhérer à titre personnel ou à titre institutionnel. Et donc, c'est un grand mouvement qui se développe aussi aux Nations Unies, puisque c'est parrainé par un grand nombre d'experts. Mais on ne l'a pas déposé au niveau interétatique, parce qu'il aurait fallu qu'on s'auto-censure et il aurait fallu qu'on attende sûrement encore 20 ou 30 ans avant que ce soit adopté. Donc, les droits culturels, c'est quelque chose qui se prouve sur le terrain, c'est quelque chose dont les hommes et les femmes doivent s'approprier pour démontrer la valeur, et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est quand même, à mon avis, les droits culturels sont les droits les plus révolutionnaires dans les droits de l'homme. Alors on a juste obtenu quand même des résultats importants aux Nations Unies. Vous avez chacun des 2 pactes que j'ai indiqués tout à l'heure, et il y a un comité d'experts qui reçoit les rapports des États et qui, de temps en temps, va faire une observation générale. Et l'article 15 du pacte sur le droit de participer à la vie culturelle, personne ne s'en occupait. Il arrivait après, et justement, on s'occupait d'abord du logement, de l'éducation, etc. Alors que les gens puissent aller au cinéma ou au théâtre, c'était pas l'essentiel. Et donc, il n'y avait rien. Alors, après 4 ans de discussion, il y a une observation générale qui est sortie et qui est, si vous voulez, un peu le lieu doctrinal au niveau des Nations Unies. Voilà. Et là, ils ont repris l'essentiel des thèses de notre groupe de travail. Et en 2009, on a pu contribuer avec une plateforme d'ONG aussi à Genève, auprès des Nations Unies, que les États adoptent la création d'une procédure spéciale qu'on appelle un rapporteur spécial sur le droit culturel. C'est une Pakistanaise qui fait ce travail d'une façon absolument excellente, Farida Shahid, et vous pouvez trouver ces rapports sur le site des Nations Unies. Donc les droits culturels sont maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire au devant de la scène, mais ils approchent au niveau international.